بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وقبل كل شيء فخور بتواجدي معكم في هذه الجلسة العلمية، والشكر الجزيل لأعضاء مكتب الجمعية كل واحد باسمه وصفته مع حفظ الأنساب والألقاب، وعلى رأسهم الأخت الكريمة الدكتورة لاله سليمة الفلالي. شكر لكم جميعا، انت ذكرناك انت غتنوب عليهم. والتواجد ديالي معكم ما ترددش فاش قلتي ولي باش نشارك معكم في هذه الايام العلميه، وفي الحقيقه عجبني الحال بزاف، لان المستوى راقي وعالي على جميع المستويات، لا التنظيميه ولا العلميه ولا المشاركه ديال الاطباء اللي حاضرين معنا، واللي كلنا تنعتبروهم هما حلقه قويه في المنظومه الصحيه واساس المنظومه الصحيه. الموضوع اللي اختاريت اللي هو الرجي اونتر ميستير اي رياليتي، فيه شي شويش ديال الميستير وشي شويش ديال لا رياليتي. Ce qu'on va essayer de faire, c'est déconstruire un petit peu ces mystères qui entourent l'allergie. Et je suis également honoré et fier de voir mes étudiants qui sont devenus des médecins, tabarakallah. Ça ne me rajeunit pas, bien sûr, mais ça fait toujours plaisir. Ala barakatillah. Donc j'ai commencé la présentation par vous présenter ces deux statuts, et vous allez voir pourquoi durant la présentation. L'introduction, le plan de la présentation, c'est une petite introduction, et on va parler des allergies, ou plutôt des hypersensibilités, et là la terminologie est très importante. Les hypersensibilités allergiques en tant que réaction aberrante ou excessive, et puis on va passer à la signification clinique et pratique de tout ce qu'on va dire à propos de ces hypersensibilités allergiques, en parlant bien sûr d'exemples de maladies allergiques, et surtout je vais plutôt centrer ma présentation sur les IgE médiés, et vous allez comprendre pourquoi. Et puis on va parler de la démarche diagnostique et de la démarche thérapeutique, qui sont deux piliers de la prise en charge de ces maladies allergiques IgE médiées, et on va terminer avec une petite conclusion. Donc là, notre système immunitaire, quand on parle du système immunitaire, et moi-même, quand je le présente à mes étudiants, je présente comme étant le système champion. Parmi les 11 systèmes de l'organisme, c'est le grand frère, c'est le protecteur, c'est lui qui protège. Et c'est vrai, notre système immunitaire, il nous protège de l'extérieur, de tout ce qui vient de l'extérieur, et en même temps, il nous nettoie de l'intérieur en éliminant les cellules sénescentes, les cellules cancéreuses, etc. Tout ça, c'est très joli. Et en même temps, il nous laisse la possibilité de manger et de bien profiter de plats très succulents, parce qu'il n'y a pas de réaction contre ces substances alimentaires qui sont considérées comme inoffensives. Et aussi, il nous protège parce qu'il ne nous attaque pas, parce que sinon, c'est de l'auto-immunité, c'est la maladie auto-immune. Donc tout ça, c'est très beau. Mais il n'y a pas de système parfait. Il n'y a aucun système qui est parfait, et le système immunitaire n'est pas parfait non plus. Donc il y a un fonctionnement pathologique du système immunitaire. Ceci se traduit, commençant par la réponse ou par l'élimination des microbes. Le système peut se retrouver déficitaire, et par conséquent, il va y avoir développement de maladies infectieuses, d'infections récidivantes, etc. Notre système peut, dans certaines conditions, produire des auto-anticorps, des cellules T autoréactives, auto-immunité, qui peut être subséquemment suivie par des maladies auto-immunes. Et puis, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les hypersensibilités. Notre système peut exagérer sa réponse, ou bien peut bugger dans certains cas, et on va le voir. Et là, on se retrouve dans les hypersensibilités. Entre autres, il y a l'allergie. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc, la réactivité allergique reste l'un des plus grands mystères du système immunitaire. D'abord, la notion d'immunité allergique. Ce n'est pas de l'hypersensibilité allergique. Il y a un très beau papier qui a été publié dans Nature et qui parle de Allergic Host Defenses. C'est l'immunité allergique de défense.
De défense contre quoi? De défense contre un certain nombre d'éléments de l'environnement qui pourraient être nocifs ou qui sont nocifs pour nous. Parmi ces éléments, il y a d'abord la réponse immunitaire contre les helminths. Ce sont les fameux parasites pluricellulaires, les vers. Il y a aussi la réponse contre les xénobiotiques provenant de la nature qui peuvent être nocives. Par exemple, l'ortie ou nabat al-qoras. C'est juste le simple contact avec cette plante, il y a cassure des petits des cristaux, libération de l'acide picrique qui va activer les mastocytes, il va y avoir une réaction. Et d'ailleurs, l'urticaire provient de l'ortie. C'est l'origine du mot. Et puis, il y a les venins d'hyménoptères, les venins de reptiles, etc. Et les venins, vous les connaissez, ils sont très riches en poison, très riches en enzymes. Et c'est utilisé par ces animaux comme des moyens de défense et comme des moyens pour envahir le corps humain. Et là, il y a aussi les irritants libérés par les pots d'échappement, etc. Et là, c'est la réponse immunitaire qui est bénéfique pour nous, bénéfique en tout égard. D'abord, il y a les barrières. Les barrières, quand il y a un irritant qui arrive, les barrières vont se mettre en branle pour éliminer. Il y a aussi, rien que le fait d'éternuer ou de tousser, c'est un moyen de défense. Il y a aussi l'activation des cellules tueuses, comme par exemple les éosinophiles contre les helminths. Il y a aussi la protection de l'épithélium et il y a le mécanisme d'évitement qui est un mécanisme neurologique plutôt. C'est nous qui essayons d'éviter ces éléments-là. Et puis au centre de tout ça, il y a quoi? Il y a la fameuse réponse IgE dépendante avec des mastocytes qui, quand ils sont activés, ils vont libérer ces fameuses protéases qui vont détruire ces toxines. Maintenant, c'est le beau côté de cette réponse immunitaire allergique. Chez certaines personnes, et je précise bien chez certaines personnes, cette réponse immunitaire peut devenir une hypersensibilité. Hypersensibilité contre un certain nombre d'antigènes environnement, mais le système va dépasser la limite tolérée. Et ça devient une réponse immunitaire excessive qui peut se terminer par une réponse anaphylactique, par un choc anaphylactique. Et si vous faites le parallèle avec le LPS et la réponse antibactérienne, le LPS aussi, quand la réponse devient exagérée, on peut atteindre le choc anaphylactique au LPS. La même chose ici, ça peut devenir une réponse anaphylactique. Aussi, il y a l'allergie alimentaire. Normalement, notre système immunitaire tolère ces antigènes alimentaires et tolère ces aliments, mais parfois, il va bugger. C'est comme le système ici, il va bugger. Que va-t-il se passer? Il va considérer cet antigène qui est plutôt cette protéine, en général, de l'aliment comme un venin d'hyménoptère ou autre. Et il va se mettre à produire des IgE et on rentre dans la séquence plutôt de l'hypersensibilité allergique que de l'immunité. Et là, vous vous rappelez de cette image. Ici, c'est le premier patient connu dans l'histoire comme étant allergique. C'est le King Narmer, c'est le roi Narmer, ou bien le pharaon Narmer, c'est le premier pharaon à qui revient l'unification de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte. Il était connu pour son allergie, mais il y avait un mystère autour de sa mort. Il y a des historiens qui disent il est mort à cause de son allergie suite à une piqûre d'abeille. Et il y en a qui disent il est mort suite à une morsure de l'hippopotame Farasnar, qui existe dans le Nil. Et donc, voilà le premier mystère. Maintenant, ces hypersensibilités allergiques, en général, sont excessives, aberrantes, inappropriées vis-à-vis de différentes sortes d'allergènes. Quels sont ces allergènes? Toutes sortes. L'assiette représente les trophallergènes, allergènes alimentaires. Et puis à côté, vous avez les allergènes, vous avez les allergènes ou les pneumallergènes, ça ne marche pas, c'est pas grave. Les pneumallergènes, ce sont les allergènes inhalés. Et puis, vous avez les allergènes injectés, comme les venins, par exemple, ou comme des médicaments, la pénicilline comme exemple. Et puis, les allergènes de contact, là, ce sont les cosmétiques, les produits cosmétiques, les parfums,
les latex, les gants, on est dans le domaine. Et tous ces éléments-là peuvent déclencher une réaction allergique. Mais réaction allergique, IgE médiée ou non IgE médiée, avec d'autres. IgE médiée ou non IgE médiée, avec l'intervention d'autres éléments du système immunitaire, les IgG, vous les connaissez, les IgG, les IgA, les complexes humains également, et la réponse immunitaire cellulaire. Maintenant, mon propos, ça va être surtout autour de l'hypersensibilité allergique IgE médiée, et qui est la plus fréquente et qui est la mieux connue également. Ça concerne l'hypersensibilité 1 sur la classification de Gell et Coombs, et qui classe en 4 catégories. Nous, aujourd'hui, on va parler juste de l'IgE. C'est quoi l'IgE? C'est l'une des 4 immunoglobulines. C'est l'une des 5 immunoglobulines par temps. Je ne sais pas pourquoi j'ai retiré une. IgE. Et la différence entre IgE et les autres, chaque classe d'immunoglobulines ou IgE ou isotype est caractérisée par le fragment Fc, qui joue un rôle très important dans l'interaction avec les cellules immunitaires. Et le fragment Fc dans les IgE, c'est la chaîne epsilon, et c'est grâce à ce fragment Fc que l'IgE va se fixer sur les basophiles, sur les mastocytes et sur les éosinophiles. Qui ont découvert, les 2 équipes ont découvert cette immunoglobuline. Il s'agit de Johansen et Benich de l'Université d'Uppsala en Suède, et un couple qui est le couple Ishizaka de Denver au Colorado. Et les deux ont travaillé ensemble. C'est la preuve que les gens savent travailler ensemble et savent travailler en équipe. Ils ont publié un très joli article qui parle de la libération de l'histamine des leucocytes humains, des globules blancs humains. Et puis, si vous prenez l'immunoglobuline IgE par rapport à sa distribution et par rapport à sa concentration, on la trouve que dans le sérum, mais en très 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 petite quantité, infinitésimale. Combien? 10 puissance 3, 10 puissance moins 5 par rapport aux autres immunoglobulines. Et puis, autre chose, cette immunoglobuline par rapport à sa répartition. Regardez sa répartition. Elle est répartie où? Elle est toujours associée avec les cellules. Bien sûr, elle est dans le sérum en très petite quantité, et puis après, ça augmente, mais sa présence est toujours avec les mastocytes, les basophiles et les éosinophiles, et surtout avec les mastocytes qu'on retrouve partout en position sous-épithéliale ou au niveau des muqueuses respiratoires, muqueuses digestives et la peau également. Et là, on va voir l'importance de cette présence. Mais, j'ai dit tout à l'heure, l'IgE s'est très diminué, mais ça augmente. Ça augmente quand? Parasitose, les helminths. Ça augmente lors de l'allergie, on y parle. Déficit immunitaire aussi. Bon, ça peut paraître bizarre, mais il y a des situations de déficit immunitaire où il y a une diminution, sarcoïdose, lymphome, etc. Ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est l'allergie. Puis là, ce schéma, mes étudiants, ils l'ont vu autrement. C'est juste pour vous dire une chose. En plus de l'IgE, il y a des éléments clés. Quels sont ces éléments clés? On va voir leur importance dans la démarche thérapeutique et dans la démarche diagnostique également. Les lymphocytes Th2. Vous savez très bien qu'il y a les lymphocytes Th, les helper T cells. Ces cellules-là sont les cellules auxiliaires, des cellules qui procurent de l'aide et qui orientent la réponse immunitaire et la stratégie immunitaire en fonction de l'antigène, quel que soit l'antigène, bactéries, virus, champignons ou autres, et les allergènes également. Donc là, dans le cas des Th2, vous allez voir la protéine antigénique, ça peut être un allergène. Les helminths, c'est le parasite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une programmation de ces cellules pour qu'elles deviennent des cellules Th2 qui vont sécréter des médiateurs qui sont des éléments très importants dans la réponse immunitaire, dans le type de réponse immunitaire. Ils vont produire interleukine 4, interleukine 5, interleukine 13, et ça va orienter la réponse vers production d'IgE, mastocytes et éosinophiles. Et ça, on va voir leur importance dans la démarche thérapeutique. Et puis voilà le fameux mastocyte qu'on retrouve en position sous-épithéliale autour d'un petit vaisseau sanguin. Il est là. Quand il y a activation, il va libérer ces facteurs et ça va entraîner la réponse immunitaire inflammatoire.
il n'y a pas que les mastocytes, n'oubliez pas. Il y a les mastocytes, les basophiles et les éosinophiles. Les mastocytes, c'est partout. Les mastocytes, les basophiles et les éosinophiles, principalement sanguins, mais ils sont recrutés, eux aussi, au niveau des tissus. Et puis, voilà maintenant l'élément clé de cette présentation et qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses, c'est la séquence typique d'événements conduisant à une réaction allergique. D'abord, il y a le premier contact avec l'antigène. Comme vous le voyez, first exposure to allergen. Voilà ce qui va se passer. Cet allergène va être pris par la cellule dendritique présentatrice d'antigène. Cette cellule va le ramener au niveau du ganglion lymphatique et c'est là où va y avoir la coopération cellulaire, cellule dendritique et cellule T. Et la cellule T va être programmée pour activer la cellule B que vous voyez ici. Elle va produire l'IgE. La suite, c'est quoi? Cet IgE, élément clé, va passer de l'autre côté, elle va se fixer sur le mastocyte. Le mastocyte a le récepteur du fragment Fc, epsilon, etc. Il va se fixer dessus. Et elle est là. Elle attend. Tant qu'il n'y a pas de deuxième contact avec l'allergène, on peut dire que rien ne va se passer. Maintenant, quand il y a le deuxième, regardez ce qui va se passer. Quand il y a le deuxième contact, ce fameux allergène va se fixer sur les IgE déjà fixés sur le mastocyte. Ça va envoyer un signal extraordinaire au mastocyte. Le mastocyte va vider son contenu, le contenu de ces granules, qui contient quoi? Qui contient des médiateurs, les amines vasoactives, les médiateurs lipidiques, des cytokines et de l'histamine, des enzymes, les tryptases, les chimases, qui jouent un rôle très important dans la phase immédiate et dans la phase tardive de cette réponse immunitaire allergique. Donc là, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Regardez, fixation de l'allergène sur l'IgE, et il y a un ensemble de circuits qui est activé, et chacun va aboutir de façon très précise. 1, dégranulation, libération d'histamine. 2, cytokines. 3, les médiateurs lipidiques. C'est fait de façon très, très, très bien structurée. Et puis voilà, juste une image de ces cellules. En haut, c'est une micrographie optique. En bas, c'est une micrographie électronique, microscopie électronique. Ce que vous voyez en orange, c'est le concentré des granules, en rouge-orange plutôt. Et en bas, c'est les granules que l'on voit avec la microscopie électronique. Voilà ce qui se passe après activation. Le contenu est complètement vidé. Ça aussi, on va le voir dans la démarche thérapeutique, dans la démarche diagnostique et la démarche thérapeutique également. Et maintenant, que font tous ces médiateurs libérés? Et c'est là l'effet de ces médiateurs allergiques qui vont aboutir à cette réponse allergique. Regardez, histamine, médiateur lipidique, comme prostaglandine et leucotriène, les cytokines inflammatoires comme le TNF et les enzymes tryptase. Le nombre d'effets, regardez, vasodilatation. Vasodilatation, ça veut dire perméabilité vasculaire. Puis la bronchoconstriction, difficulté de respiration, respiration avec sibilance. Et puis hypermotilité intestinale, transit rapide. Et puis l'inflammation qui vient aggraver le tout. Et en plus, il y a des tissus, il y a des dommages tissulaires qui sont dus à ces enzymes. Mais il ne faut pas oublier une cellule. Donc ça, ce qu'on a vu, c'est à la fois pour les mastocytes et les basophiles, il y a aussi les éosinophiles. Que font les éosinophiles? Elles aussi produisent des enzymes, comme l'éosine peroxydase par exemple, et dans le rôle, c'est de léser les tissus. Et donc ça aboutit, ça aggrave encore. Mais l'effet des éosinophiles vient plus tard. L'effet immédiat, dans les minutes qui suivent le deuxième contact avec l'allergène, première minute, deuxième, troisième minute, c'est principalement les mastocytes, un petit peu les basophiles. Mais par la suite, c'est les éosinophiles. Alors maintenant, quels sont les facteurs de susceptibilité génétique? L'allergie est une maladie atopique, héréditaire, génétique. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est les facteurs génétiques. C'était 30 minutes ou 40 minutes? Ah d'accord. Parce que je ne vais pas terminer pour vous dire la vérité. On s'est mis d'accord. Madame la Présidente, sur le programme et ma présentation, je l'ai présentée
والحضور حتى هما يصبروا معنا. Si vous voulez que j'accélère ça serait vraiment dommage parce que j'ai fourni un énorme effort pour la présentation et ça serait dommage de ne pas la partager avec vous. حلاوة العلم, c'est le partage. Oustad, vous prenez votre temps. On va juste prendre 2 petites questions à la fin, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Marhaba. Ok. Merci beaucoup. Très bien. Donc l'atopie, je vais parler très rapidement. Prédisposition génétique à l'atopie. Exemple ici de l'asthme et de la dermatite atopique. Il y a une quarantaine de gènes qui ont été décrits. Et voilà, chacun est impliqué dans les cellules épithéliales pulmonaires et puis la différenciation des cellules Th2, des mastocytes, etc. et d'autres fonctions. Et puis, n'oubliez pas, il y a les facteurs environnementaux également. Et parmi ces facteurs environnementaux, et ça, on peut en discuter à la fin, il y a la théorie hygiéniste que vous connaissez sûrement, associée à d'autres. Maintenant, on va passer à la signification clinique et pratique de cette hypersensibilité allergique. Cette hypersensibilité allergique, alors j'ai dit, il y a les maladies allergiques associées qui sont IgE médiées. Voilà un exemple, l'exemple des allergies alimentaires. Mais, il y a un grand mais, il faut toujours différencier allergie de l'intolérance alimentaire. Toutes les deux, allergies et intolérance appartiennent au même groupe. C'est le groupe des réactions adverses aux aliments. Mais ils ont beaucoup de différences également. Première différence, c'est que, à la différence de l'intolérance, l'allergie nécessite toujours une phase de pré-sensibilisation. Numéro 1. Et puis, il y a un schéma très beau ici qui résume la différence entre les deux. Donc, pour ce qui est de l'intolérance alimentaire, elle est due soit à des caractéristiques de l'aliment lui-même, on est dans le pharmacologique et le toxique, soit c'est dû aux caractéristiques de l'hôte. Et là, on est dans le métabolique et même le côté psychologique, aversion alimentaire par exemple, ou un trouble de panique. Et puis, pour ce qui est de l'allergie, il y a l'allergie IgE, de l'autre côté, il y a l'allergie cellulaire. Entre les deux, il y a à la fois allergie IgE et autre chose. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est l'allergie IgE médiée. Ce n'est pas le sujet, attention. Donc voilà, pour ce qui est des manifestations cliniques des allergies alimentaires, c'est principalement des manifestations cutanéo-muqueuses avec l'urticaire qui peut être localisé ou chronique, associé à un œdème labial. C'est observé dans 70% des cas, mais il y a aussi, en plus de ces manifestations-là, il y a d'autres manifestations pulmonaires, manifestations digestives, qui sont dues à quoi? Qui sont dues à ces réactions croisées allergènes, pneumallergènes. Trophallergènes, pneumallergènes. Et puis, j'ai piqué cette diapositive à professeur Idrissi qui vous a présenté hier le HP. Donc, il me l'a gracieusement prêté, entre guillemets. Et donc là, les pédiatres, donc là, je parle au nom des pédiatres. Les pédiatres disent que les allergies alimentaires négligées, ça équivaut quoi? Ça équivaut à un premier pas dans la marche atopique. Marche atopique, ça veut dire on va commencer avec un eczéma atopique, et puis après, si ce n'est pas bien traité, on va pousser l'enfant à devenir polysensibilisé pour devenir par la suite, pour présenter par la suite des manifestations pulmonaires, rhinite, asthme, etc. Et là, c'est ce qu'on appelle la marche atopique. Je ferme la parenthèse des pédiatres. Maintenant, je reviens à un autre exemple. Maintenant, c'est les pneumologues. Les pneumologues, c'est par rapport à l'asthme. Et là, c'est connu, c'est un spectre de maladies pulmonaires qui se manifeste par obstruction récurrente, hyperréactivité, et ça c'est caractéristique de l'allergie bronchique, et aussi les mécanismes, c'est une hypersensibilité allergique plus autre chose, de type immédiat, plus autre chose. Et un très beau, de très belle section plutôt histologique, vous voyez, de ce côté-là, branche normale, vous voyez, c'est clair, il n'y a aucun problème. Regardez de l'autre côté, c'est bourré, c'est encombré. En plus d'infiltration, comme vous pouvez le voir, et puis avec l'hypertrophie des muscles lisses, et ainsi de suite. Et puis l'anaphylaxie,
qui regroupe tout. L'anaphylaxie, c'est le collapsus global ou c'est l'effondrement global. Résultat de quoi? Résultat du passage de l'antigène ou de l'allergène dans la circulation générale, et partout où il va trouver un mastocyte. Partout où il va, il y a un mastocyte. Donc, ce qui fait que tous les systèmes vont être... C'est pour ça qu'on parle d'un collapsus suite à une injection, piqûre d'insectes, et aussi c'est par rapport à l'absorption de certains aliments à partir de la muqueuse digestive. Autre chose, la démarche maintenant, l'exploration et la démarche diagnostique. L'exploration et la démarche diagnostique, pour qu'elle soit réussie, il faut identifier le coupable, mais pas seulement le coupable et les complices. Donc le coupable, ça peut être le trophallergène, mais il a un complice qui peut être un pneumallergène et vice-versa, ce qu'on appelle les panallergènes. Et puis la classification, là, c'est juste pour vous donner une idée. Donc on les classe allergènes majeurs, allergènes mineurs, allergènes de marqueurs de spécificité ou panallergènes. Panallergènes, c'est les allergènes qui sont impliqués dans les réactions ou dans les allergies croisées. La nomenclature, je vous passe ça. Donc c'est juste pour vous montrer que un travail est fait de façon systématique par l'Organisation mondiale de la santé et l'Union internationale des sociétés d'immunologie à travers le monde pour classer ces allergènes. Classification initiale, c'est ça. Pour chaque catégorie, il y a une lettre et puis, exemple, on rajoute un C. Exemple très simple, pour les médicaments, c'est C. Pour la pénicilline, c'est C1. Autre chose, pour les allergènes qui sont utilisés, dans le prick test par exemple, il y a les extraits allergéniques qui donnent de très bons résultats parce que c'est natif, c'est naturel. Et puis, il y a les allergènes moléculaires qui correspondent à une protéine, un antigène parmi les antigènes. Exemple ici de la pomme, si vous prenez l'extrait, il y a plusieurs allergènes, mais si vous extrayez un, ça va être un allergène moléculaire. Et puis, voilà la classification, les principales familles d'allergènes moléculaires. Dans chaque famille, il y a plusieurs membres. Exemple que vous voyez ici, c'est le cas des LTP, Non-Specific Lipid Transfer Protein. C'est présent où? On la trouve dans les fruits, les légumes, dans les régions méditerranéennes. Et puis ça contient beaucoup d'allergènes, pas n'importe lesquels, des allergènes majeurs et qui sont thermostables. Donc vous chauffez, ça ne dénature pas l'allergène, et en plus résistant à la digestion, donc à la digestion aux enzymes et acides, et puis ça donne à la fois des allergies alimentaires sévères, et en même temps, ça donne aussi une polynose pour ce qui est des allergènes LTP d'herbacées. Maintenant, la démarche diagnostique, comme j'ai dit tout à l'heure, repose sur un raisonnement, mais un raisonnement clinico-biologique. Il y a les données cliniques, il y a les données biologiques. Et le rôle de ce raisonnement-là, c'est comme quand on fait la reconstitution d'une scène de crime avec les coupables, les complices, etc. Pour commencer, il y a l'étape clinique avec l'interrogatoire qui est fondamentale et déterminante. Elle permet quoi? L'interrogatoire ou l'entretien, ça dépend. Il y en a qui préfèrent ne pas utiliser l'interrogatoire. Ils disent que c'est policier, c'est plutôt entretien. Mais en tout cas, ça définit quoi? Ça définit d'abord l'atopie, donc les antécédents familiaux, l'histoire clinique, le délai de survenue, etc. Tout ça, c'est pour localiser cette allergie dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est par rapport à est-ce que c'est une allergie saisonnière ou c'est une allergie pérannuelle tout le temps, comme les acariens par exemple. Et dans l'espace, c'est quel est l'organe qui est touché par cette allergie. Pour ce qui est de l'étape biologique, là c'est pour identifier les allergènes en question. Et là, on commence par les premiers coupables qui sont les IgE, pas les IgE totales. Les IgE totales, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça informe sur une hyper-IgE. Il y a un taux élevé d'IgE. Est-ce que c'est des parasites? Est-ce que c'est autre chose? Mais le plus important, c'est ça. Ce sont les IgE spécifiques, déterminés soit par le prick test. Prick test, on va voir, c'est on pique, on dépose, on pique pour faire pénétrer, et puis on fait la lecture 15 à 20 minutes. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ces fameux IgE dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont passés
vers les mastocytes répartis un petit peu dans l'organisme, y compris sous la peau, et elles attendent. Donc on voit est-ce qu'il y a des IgE. L'autre, c'est les IgE qui sont présents dans le sang. Donc voilà le prick test qu'on utilise avec les allergènes respiratoires, allergènes alimentaires, etc. Et puis chez l'enfant de moins de 3 ans, on rajoute quelques trophallérgènes. Donc on dépose et puis on pique. Et voilà comment ça se présente. On dépose sur l'avant-bras ou sur le dos. Et puis l'allergologue s'amuse à faire une grille et à numéroter chaque case de la grille pour à la fin, il puisse faire l'interprétation. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, les allergènes d'extrait natif donnent des résultats de très haute sensibilité. Et puis, il y a bien sûr, dans tout test, il y a le contrôle négatif et le contrôle positif. Contrôle positif, c'est utiliser un diluant, le glycérosalin par exemple, pour s'affranchir du dermographisme, et le positif pour voir est-ce qu'il y a une allergie cutanée. Allergie cutanée, il n'y a pas de réponse. Sous antihistaminique par exemple, et ça c'est très important par la suite dans la démarche diagnostique, il y a des moments où il ne faut pas faire le prick test. Pourquoi? Parce que les mastocytes sont complètement vidés, il va leur falloir un peu de temps pour se remplir par la suite. Alors les contre-indications, on vient de le dire, il y a aussi l'eczéma ou asthme, risque de complications, et puis la femme enceinte, je vous laisse le commentaire. Maintenant, pour le dosage des IgE spécifiques, il y a 2 types de dosage. Il y a le dosage de première intention qu'on appelle dépistage, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des mélanges. Il y a un mélange respiratoire, il y a 3 mélanges alimentaires, et puis après, on passe vers les dosages unitaires. Donc voilà, c'est ce qui est utilisé par les allergologues et par aussi certains médecins généralistes. Et donc, si le test est positif, on passe au dosage unitaire, que ce soit dans le cas du premier ou du deuxième. Mais il y a un point très important. Ces dosages unitaires, ça nous permet de dire qu'il y a un allergène unitaire qui est impliqué. Et ça a un rôle très important par la suite de déterminer le coupable principal qui peut être utilisé pour l'ITS ou pour l'ITA, l'immunothérapie spécifique. Maintenant, à approfondir l'enquête, ça je vais passer, il y a le test de provocation orale, au cas où il y a des difficultés de diagnostic. Il y a les tests épicutanés, c'est surtout pour les allergies cutanées. Il y a aussi l'intradermoréaction. Et puis, il y a des tests plutôt immunobiologiques que l'on peut rajouter, tryptase et l'histamine, dans le cas du choc anaphylactique, déterminer l'activation des eosinophiles et l'activation des basophiles. Et voilà, dans le cas de tryptase et de l'histamine, c'est surtout dans le cas du choc anaphylactique, avec un timing qui est bien précis, qui correspond au fait que les mastocytes vont se vider. Et puis, j'ai fait une petite recherche pour vous, pour les médecins généralistes et leur place dans l'allergologie et dans les tests allergologiques. J'ai trouvé ces recommandations dans la revue française d'allergologie et vous avez ici l'organigramme. Donc vous avez les références pour voir le choix des tests et puis les décisions à prendre par la suite jusqu'à, par la suite, adresser le patient vers l'allergologue. Si le test est négatif, mais il y a une forte présomption clinique d'allergie. Pour la démarche thérapeutique, elle est bien sûr basée sur ce qu'on vient de dire, qui est la démarche exhaustive. Et vous voyez, on retrouve, donc on ferme le cycle maintenant. Donc je m'approche de la fin de la présentation. Donc éviction. Éviction du quoi? Éviction du coupable. Professeur Alouane a parlé tout à l'heure de cette énorme dépendance qui peut être toxique, etc. Bon, l'éviction fera l'affaire. In abrad al-halali inda Allah talaq. Tanbahadou wahed min wahed. C'est l'éviction. C'est la même chose ici. On éloigne. Et par éviction de l'allergène, tout s'arrête. Terminé. Et puis, il y a les principaux allergènes. Pour les allergènes alimentaires, ça pose un problème. Pourquoi? Dans certains pays, ils font ça. Donc, ça doit être signalé.
mais le signalement n'est pas suffisant. Le problème ne se pose pas avec les ingrédients principaux, mais il se pose avec les ingrédients en très faible quantité qui ne sont pas mentionnés et qui sont allergéniques. Ça pose un problème. D'accord? Par la suite, il y a donc, avec l'éviction, on agit en amont, avec le traitement pharmacologique, on agit en aval, on agit sur les médiateurs antihistaminiques et puis l'adrénaline auto-injectable dans le cas du choc anaphylactique. Puis dans le cas de l'asthme, on connaît très bien la séquence physiopathologique de l'asthme. Donc il y a différents moyens et c'est en aval. Après l'activation du mastocyte et libération de tous ces médiateurs, donc on peut agir à tous les niveaux. Regardez avec anti-IgE, anticorps anti-IgE, des corticoïdes, des agonistes de leucotriène, des bêta-adrénergiques, des agonistes bêta-adrénergiques, des anticytokines, etc. Et puis je termine avec la thérapie, la démarche, dans cette partie de la démarche thérapeutique par ce que l'on appelle l'immunothérapie spécifique ou l'immunothérapie anti-allergénique. Alors, il consiste à quoi? Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de Narmer, premier Pharaon al-Awwal fi Masr. Maintenant, on va parler du roi Mithridate. Mithridate le Grand. C'était un des rois de l'Antiquité grecque et il était, à l'époque, c'était très, très fréquent, l'empoisonnement des rois, l'empoisonnement des vizirs, etc. Et lui, ayant peur de se faire empoisonner, il a eu l'idée d'ingurgiter de petites quantités de poison et pour pouvoir se protéger, pour pouvoir s'immuniser. C'est ça, pour pouvoir... Et ce qu'il a fait, c'est différents poisons pour comprendre un petit peu les poisons et les antidotes. La même technique, mais le mystère et la légende, c'est quoi? C'est que le jour où il a été défait, il a perdu, qu'est-ce qu'il voulait? Se suicider. Se suicider avec quoi? Avec un poison. Ça ne marchait pas. Et donc, il a demandé à un de ses gardes ou de ses mercenaires pour qu'il le tue. Donc, et c'est utilisé maintenant pour la désensibilisation spécifique à un allergène. C'est le même principe. L'allergologue, qu'est-ce qu'il fait? Il va administrer de petites quantités croissantes aux patients jusqu'à atteindre ce qu'on appelle la DMT, la dose maximale tolérée, qui va injecter et qui va administrer pendant un certain moment, jusqu'à 2 ans ou plus, afin de faire quoi? Afin de faire ça. C'est de jouer sur les cellules T auxiliaires, qui sont l'élément clé. Et donc, détourner cette réponse, au lieu que ce soit TH2, elle va devenir TH1. Pour changer, et qu'est-ce que ça nous donne sur le schéma? Donc, première phase pour la désensibilisation, il y a une phase précoce. Donc, ça va diminuer, ça va agir, effectivement, en diminuant les mastocytes, le taux de mastocytes et le taux de basophiles. Mais par la suite, ça va induire quoi? Ça va induire des cellules régulatrices, que ce soit des cellules T régulatrices ou des cellules B régulatrices. Leur rôle, c'est diminuer le rôle des mastocytes, supprimer la réponse TH2 et favoriser la réponse TH1. Cette suppression va faire que les lymphocytes B, au lieu de produire des IgE, qui sont des immunoglobulines allergiques, ils vont produire des immunoglobulines protectrices, des IgG et des IgA. Et aussi, ça va diminuer la prolifération des lymphocytes spécifiques de l'allergène. Conclusion. 1 minute. Dans les temps. 40 دقيقة ديالي. الله يعطيكم الصحة. Donc, أنا وياك أسدي طارق. Donc, il y a la réactivité allergique reste, on le dit encore, parce qu'il y a beaucoup de choses. وفوق كل ذي علم عليم. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, reste toujours l'un des grands mystères. Moi, personnellement, je suis profondément convaincu. L'hypersensibilité IgE médiée est la plus fréquente et la plus étudiée également, décortiquée dans tous les sens. La démarche diagnostique repose bien sûr sur un faisceau, comme on l'a vu, faisceau de données cliniques, de données biologiques également. Et en pratique, les prick tests et les dosages d'IgE spécifiques
orientés par un interrogatoire initial sur les données cliniques sont suffisants dans pas mal de situations. Et ça ne nécessite pas d'aller creuser beaucoup plus avec les fameuses puces multi-allergéniques pour chercher l'allergène, etc. Et donc, ce qui fait, vous voyez, je n'ai pas présenté de cas clinique, mais je l'ai présenté tout au long de ma présentation. Au lieu de vous faire l'histoire en 5 minutes, on a vu les fondamentaux et le reste. Maintenant, je termine. 0. Je vais clôturer. Mais, comme on dit, al-munasabatu shart. Munasabatu shart, مع الأطباء الأعزاء ديال فاس وديال المغرب كلهم حاضرين في هذه الوقيته هذه. Ce qui m'a marqué et ce que j'ai beaucoup apprécié, je vous le dis, les membres du comité, j'ai lu wattaqullaha wa yuallimukumullah. Ça m'a inspiré, pas inspiré, ça m'a rappelé quelque chose. Et voilà ce que ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé d'abord ce qu'a dit le professeur Sbahi. فاس لا فيل مدينة فاس مدينة العلم وأول دبلوم للطب كان في مدينة فاس 1247. هذا الدبلوم c'était une double diplomation à la fois pour la médecine humaine et pour la médecine vétérinaire. Mais le plus important dans tout ça c'était quoi؟ هذوك اللجنة شكون اللي كان فيها؟ كان فيها ابن البيطار وكانوا فيها واحد آخرين ومعاهم كانوا جوج ديال القضاة موثقين. نقولوا علاش شنو غادي يديروا جوج قضاة موثقين في اللجنه ديال الطب؟ التواجد ديالهم هو باش يشهدوا باللي هذاك السيد اللي غادي ياخذ داك الدبلوم تيستاهلوا sur le plan déontologique, sur le plan on parlait éthique et tout ce que vous voulez. وهو حكيم الطبيب ويكون طبيب عالم, le médecin érudit. Ce qui me ramène à autre chose. شريف الوالد رحمة الله عليه من علماء القرويين واللي علمنا, الله يرحمه ويرحم والدينا جميعا ويرحم جميع علماء القرويين وعلماء المغرب. اللي تعلمنا منه هي واحد الحاجة مهمة جدا. شنو هي؟ هي هذه. كان دائما تعلمها لنا بجانب الأركان الخمس للإسلام كاينين 5 الأركان ديال التعلم. والعجيب والغريب في الأمر شنو هو؟ لاله سليمة هو اتقوا الله ويعلمكم الله. خرجت عوجة شي شويش مي سي با غاف. كاين أولا اتق الله ترى عجبا, والمهم فهادشي كله قراو اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. سا فو دير كوا؟ هي لا فورماسيون كونتينيو اللي دابا تيقول لك دي 3 L's. The long learning, the long learning. ولا فورماسيون كونتينيو. حنا اطلبوا العلم من المهد الى اللحد, اطلبوا العلم ولو في الصين. ما نال العلم متكبر يجلس في داره. طالب العلم تحفه الملائكه, مي تحفه الملائكه زيد عليها اتقوا الله ويعلمكم الله, واتقوا الله اتق الله ترى عجبا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واحد الحاجه اسمحوا لي, من بين الاشياء باش بديت بالبسمله والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على مولانا على نبينا العزيز. والحاجه الثانيه اللي كانت هما هادو العلماء ديال القرويين, وراه تشوفوها في القناه السادسه منين تيبداو بها, ومنين تيسولوا شي واحد الافتاء, منين تيسولوا شي واحد باش يسالي. والله اعلم, فوق كل ذي علم عليم. Merci infiniment, honorable professeur, pour cette excellente présentation. Je tiens à féliciter le bureau de l'AMG11, chapeauté par Dr Salim El-Filali, pour la réussite de ce 2e congrès. C'était vraiment grandiose et ça reflète parfaitement l'effort fait par les membres du bureau. Je vous en félicite vivement. On prendra 2 petites questions au CED ensuite. Micro. C'était impressionnant ou très détaillé.
Je veux revenir sur l'allergie croisée, notamment au niveau de l'allergie pour les anti-inflammatoires. Est-ce que si on est allergique à une molécule, on est allergique à toutes les molécules, il y a un grand risque, non? L'allergie, la définition de l'allergie croisée, c'est quoi? On revient toujours aux fondamentaux. Les fondamentaux de ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on a enseigné à nos étudiants, c'est que les allergies, donc la réponse aux antigènes, le système immunitaire reconnaît un antigène, mais il peut reconnaître un autre antigène qui est différent. Pourquoi? Parce que c'est deux protéines différentes. Par exemple, la protéine du virus Coxsackie B4 avec les cellules bêta de Langerhans produisant l'insuline. Qu'est-ce qu'il y a? La protéine du virus Coxsackie B4 contient des petits morceaux qu'on appelle les épitopes, qui sont les déterminants antigéniques, et contre lesquels le système immunitaire va réagir, mais en même temps, il va réagir contre les cellules bêta-pancréatiques. Et ça va induire le diabète. C'est exactement le même principe qui s'applique sur ces allergènes qu'on appelle les panallergènes, c'est-à-dire un allergène alimentaire, trophallérgène, mais dans cet allergène trophallérgène, il y a des séquences qui ressemblent. Exemple, dans le cas le fameux cas clinique sur l'allergie à l'arachide, parmi les conseils à donner aux patients, c'est de ne pas manger les petits pois. Parce que les petits pois contiennent des allergènes qui ont une réaction croisée avec... Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Exactement. Dernière question avec Dr Ben Moussa. Salam alaikum. Tabarakallah alaikum, Ustad. Allah yahfadek. La question pratique. En cas de choc anaphylactique, on a les moyens liés. Maintenant, l'adrénaline. Comment faire? C'est une question qui est très difficile pour moi. Ce qui est connu, c'est l'épinéphrine. Et c'est la prise en charge la plus rapide possible au niveau d'un service hospitalier. Pourquoi pas méconnaître? Mais c'est ça, oui. Mais c'est ce qui existe. À l'étranger, c'est ce qu'il y a. D'ailleurs, c'est dommage, je n'ai pas eu le temps de présenter ce cas. C'est parmi les consignes qui sont données aux parents, c'est que... l'étranger, non, mais... question pratique. كما يقولوا أهل التخصص وأهل القانون يقولوا عدم الاختصاص. شكرا أستاذ الأزمي الإدريسي.